Après le Grexit, voici que c'est le Brexit qui excite. Les évaluations vont déjà bon train. Sans que l'on connaisse encore la forme qu'il prendra, les chiffres les plus divers, pour ne pas dire les plus fantaisistes, circulent déjà, allant jusqu'à une perte de PIB par habitant de 14% à horizon 2030, pour le Bertelsmann Stiftung, un think tank pro-européen allemand. D'autres se contentent d'évaluations bien plus modestes, ne dépassant pas 1 ou 2 points de PIB. Mais pour ceux qui se souviennent de l'épisode tragicomique de l'évaluation de ce que l'on appelait alors le coût de la non-Europe, mieux vaut rester sur ses gardes. Autant dire que l'on ne sait pas évaluer ce type d'événement, surtout lorsque l'on ne connaît pas encore ses contours. À ce stade, mieux vaut se contenter d'observer que ce nouveau psychodrame européen émeut plus les éditorialistes que les marchés ou les acteurs de la City. Et avant de s'émouvoir d'un Brexit, prenons déjà la mesure du demi-engagement britannique et des multiples dérogations qui le caractérisent. N'ayant qu'un demi-pied dans l'UE, l'exit britannique ne serait par la force des choses qu'une demi-sortie. Car le Royaume-Uni est coutumier des va-et-vient et des semi-engagements. On se souvient de la renégociation du chèque britannique sous Margaret Thatcher en 1983, plus de 4 milliards d'euros qui furent dispatchés sur les autres États membres, la France en tête. On se souvient encore de l'adhésion au SME en 1990, qui sous la pression des marchés tourne à court. De la ratification de Maastricht en 1992, sous réserve de ne pas adopter l'euro. Puis de la signature du chapitre social du traité de Maastricht et du traité d'Amsterdam sous Tony Blair, assorti néanmoins de clauses d'exemption et notamment du refus de participer à l'espace Schengen, de nombreuses exceptions concernant le contrôle des frontières, sans oublier le refus britannique de signer le pacte budgétaire de décembre 2011, qui le dispense de la discipline budgétaire des autres États membres. Ce que veulent les Britanniques, c'est essentiellement une Europe cantonnée au marché unique, avec un approfondissement de la libéralisation des services, notamment dans la finance, une réduction des limites régissant la durée du travail et une levée des obligations sociales relatives aux travailleurs immigrés ou détachés. On peut toujours imaginer le séisme que constituerait la brutale rupture des accords de libre-échange avec l'UE, la défiance qui gagnerait les investisseurs de la City. Mais ce scénario catastrophe relève du pur fantasme. Au pire, le Royaume-Uni rejoindrait l'AELE, l'Association européenne de libre-échange, aux côtés de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse ou du Liechtenstein, laquelle, à l'exception de la Suisse, forme avec l'UE l'espace économique européen. Ce qui permet à ces pays de bénéficier de la libre circulation des personnes et des marchandises, des services et des capitaux au sein du marché intérieur, et de certaines politiques horizontales, R&D, environnement, etc. Elle pourrait également négocier des accords bilatéraux lui permettant de libéraliser plus encore certains secteurs, comme celui de l'agriculture. Bref, on ne passerait pas du jour à la nuit en matière de libre-échange. Et d'ailleurs, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Royaume-Uni est loin d'être un grand bénéficiaire du grand marché si l'on se fie à l'évolution des échanges de marchandises en volume depuis 2000. Ce tournant entérinerait surtout la volonté britannique d'aller encore plus loin vers un modèle de paradis fiscal et réglementaire insulaire. Le bilan d'une telle évolution en termes de croissance et d'attractivité est loin d'être écrit d'avance. Il est même envisageable que le Royaume-Uni y gagne lorsque l'on connaît la mobilité du capital, de la main-d'œuvre qualifiée et des assiettes fiscales. Et c'est finalement plus du côté des économies continentales périphériques que se situe le danger, et c'est peut-être la raison principale de la multiplication des scénarios noirs caricaturaux concernant un Brexit.